Retard donc dû à une coupure d'électricité. Tout de suite, le sommaire. Perturbations dans le secteur du transport, 48 heures de grève décrétées par une partie des transporteurs, une situation déplorée par les voyageurs. Vous entendrez les explications du directeur général du CETUD. Alioune Thiam sera notre invité. Les accidents domestiques au menu de notre dossier du jour, brûlures, électrocutions, intoxication à l'origine de milliers de décès par an. Notre reporter Fatou Diouf est allé à la rencontre de 3 victimes. Sur l'international, lendemain d'élection au Mali, les populations dans l'attente des résultats. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial, Cheikh Bambagay, reviendra sur le scrutin d'hier et les premières tendances. D'abord, la feuille d'audience du chef de l'État. Le 24 septembre 2013 sera lancée à New York la campagne contre les abus faits aux femmes dans des situations donc de conflit. Le président Macky Sall a été identifié comme leader crédible pour cette cause par le secrétaire général des Nations Unies et sa représentante en charge du programme. Le président de la République a accepté d'être le parrain. C'est à l'issue de l'audience qu'il a accordée à Zainab Hawa Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies dans le cadre de la lutte contre les violences donc faites aux femmes. Nous l'écoutons au micro de Radical. I had discussed with the Secretary General of the United Nations to add... Dans le cadre de mon mandat, donc, j'ai fait des consultations avec le secrétaire général des Nations Unies pour voir un peu quels sont les efforts que nous pouvons mener pour identifier des leaders suffisamment crédibles pour apporter leur voix donc, dans le cadre de cette campagne de lutte contre les violences faites aux femmes dans des situations de conflit. Et donc, dans nos consultations avec l'Union africaine, il est ressorti que le président Macky Sall peut être un de ces leaders-là donc, pour être les champions de cette cause-là. Et donc l'objet de ma visite, c'est que nous allons lancer donc cette campagne contre la violence faite aux femmes, les abus sexuels faits aux femmes donc dans des situations de conflit. Cette campagne-là va être lancée le 24 septembre et je suis venu directement de New York donc pour en informer le président Macky Sall qui a accepté déjà de parrainer cette campagne. Et donc nous allons lancer le 24 septembre cette campagne-là à New York avec des pays membres du G8 et donc des leaders comme le président Macky Sall qui ont accepté donc de se joindre à nos efforts pour n'est-ce pas, porter cette lutte-là. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, donc reçue par le chef de l'État. Un atelier sur les inondations dans la banlieue de Dakar s'est tenu ce matin à Yeumbeul Nord. L'Institut africain de gestion urbaine, en partenariat avec la mairie de la localité, a présenté un document pour définir les stratégies de lutte contre les inondations. L'atelier va durer 2 jours. Il regroupe différents participants. Dame Silla. Il a suffi de quelques millimètres de pluie ces derniers jours sur la capitale pour que Dakar change de visage et plonge dans les eaux. Pour permettre aux populations de vivre convenablement sans être inquiétées par les inondations, la mairie de Yeumbeul Nord, en partenariat avec l'Institut africain de gestion urbaine, travaille sur l'élaboration d'un document qui va servir de feuille de route. On peut s'adapter avec la présence de l'eau, on peut pas s'adapter aux inondations, s'adapter avec la présence de l'eau. Et cela dans une perspective de comprendre qu'il ne faut pas rêver. Même certaines stratégies aujourd'hui développées à l'échelle nationale visent à s'appuyer sur l'existence des bassins en eau, l'existence de ces systèmes de stockage. Ça veut dire une certaine cohabitation avec de l'eau, avec les populations. C'est ça l'objectif de cette recherche, c'est de voir un peu comment les populations s'adaptent, comment les autres acteurs, États, communes, autres acteurs, aident les populations à s'adapter à travers des infrastructures, à travers d'autres dispositifs. À l'issue de ces travaux, un plan communal d'adaptation aux inondations sera formulé et approuvé par délibération du conseil municipal. La banlieue dakaroise est plus ciblée par ce projet. On ne peut pas régler un problème tant qu'on ne sait pas exactement quel est le problème. Donc le problème des inondations, tous les acteurs viennent, l'État, les ONG, les OCB, chacun essaye d'intervenir sur les inondations. Mais en réalité, il faut que les gens sachent exactement qu'est-ce qu'il faut réellement pour régler le problème des inondations d'une manière définitive. Et que cela, ça mérite aussi vraiment des diagnostics, des études, vraiment des responsables puissent venir voir exactement, des ingénieurs. Chacun apporte sa contribution. La banlieue dakaroise demeure la zone la plus touchée par les inondations. En 2009, par exemple, près de 400 000 personnes de Pikine et de Guédiawaye ont été directement affectées.
Au terme de cette rencontre, un ouvrage de 300 pages sera publié pour présenter des résultats de la recherche sur les stratégies d'adaptation. Dame Silla, nous en venons à notre dossier du jour qui porte ce soir sur les accidents domestiques, brûlures, électrocutions et autres intoxications à l'origine de milliers de décès par an. Nous sommes allés à la rencontre de 3 petites filles. Elles sont toutes victimes de brûlures dues à l'absorption de soude caustique. L'une d'elles lutte contre la mort. Peut-on parler de négligence? Réponse avec Fatou Diouf. Il ne s'agit pas d'une partie de jeu, c'est l'heure du déjeuner pour la petite Khady. La seringue entre ses doigts minces, elle pousse encore et encore. Khady s'alimente ainsi depuis plus de 16 mois. Au menu, une légère purée de pommes de terre et du lait caillé. Parfois, je lui fais de la soupe aux pommes de terre pour qu'elle soit en forme. Souvent, je lui donne aussi du lait caillé assez frais. Sucré, salé, aigre ou doux, le goût, elle ne peut pas le savoir. L'essentiel pour elle, c'est de se nourrir pour pouvoir survivre. Des fois, elle refuse de manger. Et même quand elle avale quelque chose, sa bouche sort un liquide bizarre. Un triste sort, un sombre avenir pour cet enfant. Khady Dione est victime d'une brûlure de l'œsophage due à l'absorption de soude caustique, appelée Xémé en wolof. Le scénario du film de l'accident, elle s'en souvient, de même que son entourage. Comme nous faisons le linge avec la soude, le Xémé, elle a vu que dans le pot de margarine, il y avait quelque chose. Elle a automatiquement pris et avalé. Dès le contact, ils agissent. Même si vous mettez en contact avec un fer, ils détruisent le fer. Conséquence, la fermeture totale de l'œsophage. Les spécialistes parlent de sténose. Elle ne peut plus avaler ni aliments solides ni liquides par la gorge. Elle se nourrit grâce à une sonde. Après la brûlure, passé les premiers jours, l'enfant peut continuer à s'alimenter, même solide. Mais au fil du temps, quand la cicatrisation se fait, les solides n'arrivent plus à passer et puis il n'y a plus que les liquides qui passent. Chétive, le regard vide, Khady est mal en point. Son apparence ne renseigne guère sur son âge et pourtant elle a soufflé ses 6 bougies. Lorsqu'elle avale quelque chose, les aliments ne passent pas. Du coup, elle ne s'alimente plus et maigrit de jour en jour. Et c'est le début de plusieurs interventions chirurgicales. Hambourg, Thiès et Dakar au centre hospitalier Albert Royer. Le temps passe, son état de santé s'aggrave. C'est à Thiès qu'elle a subi une opération pour la première fois. On lui a installé une sonde et ils l'ont transférée à Dakar. Après, les autorités médicales m'ont demandé de venir payer les frais médicaux estimés à 375 000 francs. Nous quittons Kandjogu Ndiaye à 25 km de Thiès pour allier Dakar. Ici également, les accidents domestiques font des ravages. Il est 11 h au département chirurgie pédiatrique de l'hôpital pour enfants Albert Royer de Dakar. Le cri des petits malades est audible jusque dans les couloirs. C'est l'heure de visite du chirurgien pédiatre. Cette fille est une autre victime de brûlure causée par la soude caustique. Ndeye Fatou Sow avait juste 6 mois. De retour du marché, je me suis rendu compte que son visage avait changé. Elle avait les lèvres enflées, on dirait des œdèmes. Et elle ne cessait de pleurer. Oulimata Thiam est d'origine bissau-guinéenne. Elle en a aussi avalé. Sa mère s'active dans le commerce de la soude. Elle a avalé les morceaux de soude qu'elle a ramassés. Elle a ensuite eu des œdèmes à la bouche et à l'œsophage. La petite a trop maigri car elle ne prend que du lait. 1 an de traitement, 5 opérations, plus de 5 millions de frais d'ordonnance. À l'hôpital, je paye 3 000 à 4 000 francs par jour. Je passe parfois 15 à 20 jours ici. Chaque opération a coûté 75 000 francs CFA. Voilà 3 victimes d'accidents domestiques. 3 histoires différentes, mais des similitudes dans les réactions au sein de leur entourage respectif.
Lui donner du lait pour qu'elle puisse vomir le produit toxique. La plupart des toxiques que nous avons sont des toxiques qui sont, si vous voulez, solubles dans la graisse, dans l'huile. Et le lait, tout le monde sait que le lait renferme presque 50% de matière grasse. Donner du lait à l'enfant pour qu'il vomisse, une attitude à bannir, car le lait favorise le passage du toxique dans le sang. Pire, l'enfant risque une double brûlure. Brûlure de la bouche, brûlure de l'œsophage, difficulté d'alimentation. Quelle conduite faut-il alors adopter? Il faut bien les garder. Il ne faut pas qu'ils soient à la portée des enfants. Ce produit, quand on l'amène à la maison, il faut l'amener pour une seule utilisation. Il ne faut pas stocker ce produit. Autre solution, le retour à la vie en communauté, une de nos valeurs ancestrales. Essayer de prendre soit sa mère, c'est pas toujours évident. Quand je sors, je ne reviens que le soir. Je ne m'inquiète pas du tout. Je suis sûre que les enfants sont en de bonnes mains. Les parents de Khady désespèrent de la guérison de leur fille. Son père a vendu tous ses biens, tout. Soudeur de profession, le peu qu'il gagne ne parvient même pas à subvenir aux besoins de sa famille. Si c'est à cause du manque d'argent que les médecins tardent à la soigner, je sollicite vraiment de l'aide en ce sens. Si de bonnes volontés peuvent aussi m'aider à l'amener à l'étranger, je suis vraiment preneur. Jusqu'aux dernières nouvelles, la petite Khady est encore hospitalisée à Albert Royer. Il n'y a pas eu d'amélioration de son état. Les séquelles de la brûlure continuent de compliquer son existence. Voilà, des images poignantes, un dossier signé Fatou Diouf. Lendemain d'élection à Bamako, après un vote apaisé, les Maliens scrutent maintenant l'avenir avec espoir. Quant au scrutin, la presse est largement revenue sur la journée d'hier avec les premières tendances qui vont déterminer l'issue de ce second duel entre Ibeka et Soumaïla Cissé. C'est le constat fait par nos envoyés spéciaux Babacar Ning et Cheikh Bamba Gueye. Bamako, 24 heures après la tenue du second tour, la ville est dans le rythme des jours ordinaires. La population attend les résultats, mais d'ores et déjà, la presse se fait l'écho de cette journée d'hier et ses énigmes. D'abord, une dose d'ironie. Ibeka et Soumaïla Cissé, un athlète, l'auteur inspiré par les championnats du monde de Moscou, de se demander qui sera le premier à Koulouba ou encore Ibeka largement en tête. Les quotidiens maliens ont donc tous consacré à leur une cette journée d'hier et ses attentes. Quant aux Maliens, ils se sont tous réjouis que le scrutin se soit bien déroulé pour mieux appréhender maintenant la situation post-électorale. Par rapport à ces élections, nous sommes assez contents du fait qu'on a besoin quand même que le pays sorte du gouffre et que le meilleur gagne. Et on est assez content quand même par rapport à ce qu'on puisse organiser concrètement et pacifiquement une élection. Et donc je demanderai à tous les citoyens maliens d'être solidaires et être d'accord avec la voie des urnes. Ce pays vraiment a beaucoup souffert. Hein? L'éducation, ça ne va pas, la santé, ça ne va pas, n'est-ce pas? Surtout l'autorité de l'État. Je pense que ce que nous pouvons dire par rapport à ça, le président qui va sortir de cette élection, vraiment serait un président élu démocratiquement et il saura que faire. Les Maliens veulent vraiment un changement, un grand changement dans leur pays, dans tous les domaines. Ici à Bamako, la population garde son calme et sa sérénité, influencée par la clémence du temps, en attendant de connaître le nom du prochain président de la République du Mali. Voilà, nous restons justement à Bamako pour retrouver notre envoyé spécial, Cheikh Bamba Gueye. Bonsoir. Bonsoir, Maïmouna Lir. Voilà, vous nous parlez, Bamba, des premières tendances. Qu'en est-il? Voilà, donc Maïmouna, le vote s'est déroulé dans le calme. Maintenant, tout le pays est dans l'attente de ces résultats. Ce moment fatidique qui va sceller à jamais la postérité dont des vétérans de la vie politique malienne. Maintenant, pour les premières tendances, Maïmouna Lir donnent pour le moment Ibeka en tête. Les résultats que distillaient les radios privées hier, donc maliennes, créditent ce scénario. D'abord, tout à l'heure, vous avez vu que les quotidiens du pays corroborent cette avance de Ibeka sur Soumaïla Cissé.
Les résultats sont attendus en milieu de semaine et ensuite à charge par la Cour constitutionnelle de les valider. Mais Maïmouna, l'information tombée en fin de matinée est que Soumaïla Cissé va tenir demain matin une conférence de presse. Tout le monde est suspendu donc à cette déclaration. Soumaïla Cissé qui va donc évoquer le scrutin et son issue et bien sûr la conduite à tenir donc après le verdict des journalistes pour les premières tendances et des cas qui arrivent pour le moment en fait. Voilà, les premières tendances se dégagent, Bamba Gueye. Quelle est l'ambiance sur place justement à Bamako? Oui, donc l'ambiance, ça passe normal, hein, comme donc dans les autres jours. Pour les autres jours, c'est toujours le calme et la sérénité en attendant donc voilà les résultats donc puissent être connus. Est-ce que vous pouvez revenir sur le contexte de cette élection justement qui s'est tenue hier? Oui, Maïmouna, vous savez qu'après une année et demie de crise, juste après l'opération Serval, donc on disait que l'élection présidentielle ne pouvait pas se tenir à la date échue du 28 juillet dernier. Notamment une partie de la classe malienne prétextant la saison des pluies, le mois du Ramadan et la situation fragile du Nord. Prêts pour dire qu'ils ne sont pas prêts, quand bien même que si l'élection était repoussée d'une année de plus, il y aurait toujours des gens qui ne seront pas prêts. Donc il a fallu l'assistance de François Hollande pour que cette élection puisse se tenir à date issue, c'est-à-dire le 28 juillet dernier. Et les résultats, Maïmouna, vous avez tous vu que donc il s'est bien déroulé dans le calme avec une bonne organisation. Et enfin, Maïmouna Ndir, l'élection avec des chiffres, elle a coûté 11 milliards de francs CFA à la communauté internationale, 6 millions d'électeurs, 2000 observateurs, un taux de participation compris entre 49 et 51%. Maïmouna Ndir, en 2013, le Mali aura son 5e président de la République, après Modibo Keïta, Moussa Traoré, ATT et Alpha Oumar Konaré. Voilà donc la situation, Maïmouna. Voilà, merci à vous, cher Bamba Gueye, en attendant de vous retrouver à Bamako pour les premiers résultats. Toujours sur l'international au Proche-Orient, l'heure est à la reprise des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Les deux parties sont tombées d'accord pour se retrouver ce mercredi. Pour annoncer la couleur, l'État hébreu a donné son feu vert pour la libération de 26 Palestiniens sur les 104 détenus. Son fils Fayez a été condamné en 1985 pour le meurtre de 2 Israéliens et tentative d'assassinat contre le Premier ministre Yitzhak Shamir. Comme ce père de famille, ils sont nombreux à attendre avec soulagement la libération des 26 premiers prisonniers palestiniens sur les 104 promis par Israël. Quoi qu'on me dise, je n'y croirai qu'une fois que je pourrai tenir mon fils dans mes bras. Quand je pourrai le toucher, alors je pourrai dire que mon fils est rentré à la maison. Côté israélien, les familles de victimes crient au scandale. Elles ont 48 heures pour faire appel et peu de chances d'être entendues. Le Premier ministre a été victime d'un chantage pour relâcher ces terroristes. Nous les relâchons pour rien, il n'y a aucune raison. Les négociations devraient commencer sans conditions préalables et sans aucune libération. Ces libérations, Mahmoud Abbas en avait fait une condition préalable à toute négociation. Israël l'a accepté et vient de publier la liste d'un premier groupe de prisonniers qui sera libéré cette semaine. Un geste fort qui n'a pas séduit le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Nous rejetons le lien entre libération des prisonniers et reprise des négociations, parce que reprendre les négociations dans l'état actuel serait un crime national. Cela passerait sous silence l'occupation, donnant le droit à Israël de continuer ses crimes, en particulier la colonisation, l'expansion et la judaïsation des territoires. Dimanche, Israël a annoncé la construction de plus de 800 logements supplémentaires dans les colonies juives, une question extrêmement sensible qui avait fait capoter les dernières négociations il y a 3 ans. Israéliens et Palestiniens doivent entamer mercredi le 2e tour de négociation à Jérusalem. Sur l'international, Laszlo Satari n'est plus le criminel de guerre nazi le plus recherché au monde, est décédé ce samedi à Budapest à l'âge de 98 ans. Il devait être jugé en septembre 2013. L'homme était accusé d'avoir participé à la déportation de plus de 15 000 juifs slovaques. Laszlo Satari figurait en tête de liste des criminels de guerre les plus recherchés au monde. Âgé de 98 ans, il est mort à l'hôpital de Budapest d'une pneumonie sans avoir été jugé. Chef de police du ghetto juif de Kozice en Slovaquie, il est accusé d'avoir déporté plus de 15 000 juifs vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Au sortir de la guerre, il est condamné à mort par contumace par un tribunal tchécoslovaque, mais s'enfuit au Canada où il gagne sa vie comme marchand d'art. En 1990,
1995, son identité est découverte et il rentre en Hongrie, où il vit sans être inquiété pendant près de 15 ans. Ce n'est qu'en 2011 que son nom réapparaît grâce à des informations fournies par le centre Simon Wiesenthal. Des informations dont le quotidien britannique The Sun s'était servi pour retrouver sa trace. Arrêté à Budapest le 18 juillet 2012, la justice slovaque transforme sa peine de mort en prison à perpétuité. Elle demande son extradition mais se heurte à la justice hongroise. Peu avant sa mort et après 1 an de procédure, les tribunaux hongrois venaient de relancer l'affaire. Le procès devait déterminer si la sentence prononcée dans l'ancienne Tchécoslovaquie était toujours valide. La date avait été fixée au 26 septembre 2013. Je le disais dans les titres, grève des transporteurs. Ceux qui ont l'habitude de prendre les cars d'Indiagandjaï et cars rapides ont eu quelques difficultés ce matin pour se déplacer. En effet, des perturbations ont été notées dans le transport, une situation due au mot d'ordre de grève du Syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal, un mouvement qui devrait durer 48 heures. Heureusement, pour les usagers, les taxis, les bus Dakar Dem Dikk et Tata ne sont pas concernés par cette grève. Seydina Alioune Fall. Difficile, très difficile ce matin de croiser un car Ndiagandjaï ou car rapide à Dakar. Cette grève du syndicat des travailleurs des transports routiers a perturbé la mobilité. Chez les voyageurs, c'est le désarroi. Par contre, au quartier général des grévistes, on fait le point de cette journée de grève. Permis à point. Si tu fais un accident, on te pointe. La gare routière de pompiers, qui devait être la gare routière Beau-Maraîcher, nous n'avons jamais accepté de rentrer à la gare routière avec des yeux aveuglés. 12 points figurent sur la plateforme revendicative. Les permis à points et la construction de la gare routière de Beau-Maraîcher sont les principales préoccupations du syndicat des travailleurs des transports routiers. Au ministère des Transports et des Infrastructures, on affirme que toutes les revendications sont prises en compte. D'ailleurs, les ministères de l'Intérieur et des Finances seront impliqués dans les négociations. Le point le plus important dans cette revendication concerne la gare des Beaux-Maraîchers. Il y a un problème d'insécurité qui se pose, un problème d'insalubrité qui se pose à la gare routière Pompier. Et par rapport à cela, vraiment, je pense que toute personne qui souhaite quand même une modernisation du secteur des transports doit accepter le mode de gestion aujourd'hui qui est édicté au niveau de la gare routière des Beaux-Maraîchers. Voilà ce à quoi l'État appelle les Sénégalais à vraiment moderniser le secteur. Donc nous invitons tout le monde à comprendre que rien n'est fait aujourd'hui pour aller à l'encontre de l'intérêt de qui que ce soit. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour permettre aux Sénégalais de voyager dans de très bonnes conditions. Le permis à point, le chef de l'État a parlé de permis à point dans le cadre d'une réflexion. La réflexion ne se fera pas sans tous les acteurs. Une grève de 48 heures, donc mauvaise nouvelle pour les voyageurs. Aux abords de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, certains étudiants déplorent cette situation. Oui, ce matin, on a eu des blèmes. On était obligé même de prendre le taxi, ce qui n'est pas valable pour tout le monde parce qu'on sait carrément que nous n'avons tous pas les moyens de pouvoir prendre un taxi tous les jours. Donc nous prions à ce que les transporteurs qu'ils pensent aux citoyens sénégalais. Dans l'ensemble, la grève est bien suivie. Heureusement pour les usagers, les taxis, les bus Dakar Dem Dikk et les Tata ont assuré le service. Ce mercredi, une nouvelle rencontre entre le syndicat des travailleurs des transporteurs routiers et les autorités doit se tenir afin de décanter la situation. Cette grève d'une partie des transporteurs est diversement donc appréciée par les usagers à Dakar. Les voyageurs déplorent la situation. Micro-trottoir réalisé par Seydina Alioune Fall. J'ai passé presque 30 minutes avant d'avoir une voiture. Ce matin, on a eu des problèmes parce que d'habitude, on prenait les cars, les Ndiagandjaï comme ça. Mais ce matin, lorsqu'on est arrivé au garage, il n'y avait pas de car. Donc on a attendu les bus
pour prendre les bus et venir faire cours. Franchement, là, c'est de trop, quoi. Parce que si on les fait confiance, s'ils ont des problèmes, il vaut mieux qu'ils le disent à l'avance, au lieu d'attendre jusqu'au dernier moment et mettre au courant les gens. Parce que là, actuellement, il y a des gens qui ne peuvent pas partir étudier normalement parce qu'il y a un problème de transport. Les gens qui doivent normalement aller pour faire le travail normalement, ils ne peuvent pas se déplacer. Parce que tout à l'heure aussi ce matin, j'ai remarqué quelque chose. Il y a certains élèves, on peut dire des apprentis qui lançaient des pierres vers le virage. Parce qu'eux aussi n'étaient pas d'accord pour certains. Donc il y a certains qui font le transport normalement et il y a d'autres qui sont pour le mot d'ordre, d'après mes constats. Voilà, pour parler justement de cette grève d'une partie des transporteurs, nous recevons sur ce plateau le directeur général du CETUD, Alioune Thiam. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, vous l'avez suivi avec nous. Cette grève est apparemment suivie. Oui, elle était suivie au tout début de la matinée parce que justement, comme il vient de le dire, il y avait des actes d'intimidation. Mais tout est rentré dans l'ordre depuis que les forces de sécurité ont quand même été mises à contribution pour sécuriser les déplacements et le bon exercice des transporteurs. Voilà, le syndicat national des transporteurs, donc des travailleurs des transports routiers du Sénégal, c'est quand même un syndicat fort. C'est un syndicat fort. Disons que c'est une minorité quand même qui essaie, par des actes d'intimidation surtout, d'entraver le libre exercice des activités. Ils sont dans les gares routières et font de l'intimidation. Vous l'avez vu, tôt ce matin, les acteurs qui voulaient travailler ont été quand même intimidés, caillassés, des véhicules ont été caillassés, des personnes ont été blessées. Donc c'est une grève de 48 heures. Est-ce qu'on peut s'attendre à une paralysie demain également ou bien vous avez déjà pris des mesures? Nous avons pris des mesures pour que véritablement l'ordre revienne et que les gens puissent s'activer librement. Ceux qui veulent aller en grève n'ont qu'à le faire, mais qu'ils respectent quand même la liberté d'entreprendre, de travailler des autres. Et c'est l'occasion pour nous de déplorer réellement cette situation parce que nous ne l'avons pas cherché, nous l'avons tout fait pour l'éviter. Depuis des mois, nous avons mené la concertation justement avec l'ensemble des acteurs sur l'ensemble du territoire national pour essayer de leur expliquer ce que nous allons faire au niveau de la gare routière des Beaux-Maraîchers, comment la gestion sera organisée pour quand même offrir aux Sénégalais, aux usagers, un système de transport moderne dans un confort acceptable et avec toute la sécurité requise pour l'ensemble des usagers et aussi un système dans lequel le chauffeur comme le propriétaire du véhicule se retrouvent. Malheureusement, ces acteurs n'en ont pas voulu parce que justement, on s'attaque quand même, il faut le dire, à des prébendes, à des privilèges qui existent depuis pas mal d'années. Et c'est ce système-là qui va être remis en question, qui font que, alors la plateforme qu'ils ont déposée n'est qu'un habillage de motivation inavouée. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine alors? Ce qui est à l'origine, c'est une manne financière extrêmement importante. Ce qui se passe à Pompier, c'est qu'à chaque départ, il est perçu des sommes d'argent. Quand on vous donne les chiffres, c'est 350 francs, 1500, 2000 francs. Ça paraît dérisoire, mais vu le nombre de trafics de véhicules qui sortent de Pompier, ça fait une manne financière d'environ 600 millions et plus. Quand on regarde également le système dit des horaires, à chaque départ, il y a 10 à 15 000 francs qui est indûment perçu. Au niveau aussi de la gare, l'annexe de la gare de Pompier qui se trouve sur le parking du stade de Léopold Sédar Senghor, les véhicules qui partent pour le Mali donnent environ 27 500 francs pour chaque départ. Au total, rien que pour la région de Dakar, les évaluations nous donnent un chiffre d'environ 1 650 millions de francs indûment perçus par des corporations, une minorité d'acteurs, alors qu'ils ne font absolument rien en retour pour le système de transport. Nous avons vu l'état d'insalubrité, d'insécurité qui se trouve au niveau de la gare routière de Pompier. Nous avons vu aussi la recrudescence des accidents de la circulation. Tout cela n'aime nullement ces personnes qui ne font absolument rien pour que, en retour, le système puisse en bénéficier. Vous dites, enfin, si je vous comprends bien, c'est juste une minorité qui bénéficie de cette manne financière. Exactement, c'est le cas. C'est une minorité des coxeurs qui s'appellent des regroupements et qui bénéficient de ce système-là. Mais ni le chauffeur,
ni les transporteurs, ni encore moins les usagers n'en bénéficient. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est le système qui est mis en place justement à travers la gare routière des Beaux-Maraîchers. Et pourquoi ça fait grincer des dents? Ça fait grincer des dents parce que le système, on a délégué la gestion de la gare routière à un opérateur privé, sélectionné sur appel d'offres auquel ces candidats avaient soumissionné. Ils ont perdu le marché, ils ont fait des recours jusqu'au niveau de l'ARMP et ont été déboutés. Vous voulez parler du secrétaire général du syndicat national des travailleurs? Exactement. M. Ndoye. Exactement. M. Ndoye et les personnes qui sont affiliées à son syndicat. Ils ont fait un recours, ont été déboutés par l'ARMP. Et en déposant un dossier pour concourir, ça veut dire qu'ils acceptaient les règles de jeu qui sont édictées maintenant. Vous voulez dire que c'est de mauvais perdants? C'est de mauvais perdants et surtout des gens qui sentent qu'une manne financière va leur échapper. Mais malgré tout ça, M. Thiam, vous avez décidé d'ouvrir des négociations. Mais bien sûr, parce que c'est l'État, nous allons voir, leur expliquer encore une fois que ce système-là ne les met pas en rade. Nous allons faire en sorte de réinsérer une bonne partie des travailleurs qui étaient dans les gares routières polarisées et qui seront fermées une fois que la gare des Beaux-Maraîchers sera mise en service. Une soixantaine d'emplois avec des contrats en bonne et due forme, la couverture médicale, la couverture sociale seront offertes à ces personnes-là. Mieux, nous travaillons à mettre en place un système de solidarité, de sécurité sociale, à l'instar de ce qui se fait pour l'urbain avec Transvie, une mutuelle de santé gérée intégralement par les transporteurs. Donc c'est cela que nous voulons mettre et d'autres mesures également pour moderniser le secteur interurbain du Sénégal qui est dans un état quand même déplorable. Dans la sous-région, on est véritablement les derniers de la classe, si l'on peut dire. Voilà, il était prévu une réunion cet après-midi, donc à 15h. Finalement, je pense que la réunion a été reportée. À quand la prochaine date? Il faut dire que cette réunion a été initialement prévue ce matin à 9h. Parce que hier, on l'a fait sentir aux syndicats qui manifestent pour leur dire que les points de 12 points de leur plateforme revendicative, il y en a certains qui concernent d'autres départements ministériels. On ne pouvait pas commencer les négociations. À part la gare routière, il y a également le permis à points et d'autres points de revendication. Effectivement, le permis à points, c'est un aspect de sécurisation du système globalement. La charge à l'essieu, le contrôle de la charge à l'essieu, tout cela participe de la sécurité routière, entre autres raisons. Et donc, le contrôle technique également, modernisation, tout cela sont des aspects sur lesquels ils ne sont pas d'accord et qui, disons, peut-être concernent directement le ministère des Transports, mais quand ils nous parlent des tracasseries avec les impôts et domaines, c'est d'autres ministères qui devraient être associés également. Donc c'est tout cela qui faisait qu'on leur avait demandé de surseoir à la rencontre jusqu'à ce matin, mais à la condition que le mot d'ordre soit suspendu, ce qu'ils n'ont pas voulu. Comme ils sont partis en grève, attendons de voir et puis on avisera. D'accord. Donc je vous remercie. Si vous n'avez rien à ajouter, on va poursuivre. Ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est un système quand même qui profite à l'ensemble des Sénégalais et sur lequel l'État est décidé à aller. C'est une décision irrévocable et nous sommes ouverts aux discussions, mais quand même, on ne peut pas revenir sur cette décision de moderniser le secteur des transports. Très bien. Je vous remercie, M. Thiam. Je rappelle que nous recevions M. Alioune Thiam. Il est le directeur général du CETUD. Vous le savez, une partie des transporteurs a décrété aujourd'hui pour 48 heures une grève. Donc, c'est le syndicat national des transporteurs du Sénégal, dirigé par M. Ndoye. La localité de Mbodiène, sur la côte, donc sur la petite côte, accueille du 12 au 26 août les enfants du personnel de la Loterie nationale sénégalaise, l'ONAS. La cérémonie de départ de la colonie s'est tenue en présence des autorités de la Société nationale de jeux. Pour cette édition, ils sont au nombre de 70 à bénéficier de ces vacances. Lamine Touré. Après une année scolaire bien remplie, s'installe le moment de la détente pour les enfants du personnel de la LONASE. Devant la direction générale de la société, ils sont nombreux accompagnés de leurs parents à s'affairer au dernier réglage. 15 jours de vacances au Lamentin Beach en Mbodiène, une belle offre d'épanouissement renouvelée par la Loterie nationale sénégalaise. Cet effort a pu être réalisé aussi grâce au travail que vos parents ont fourni. C'est ce travail qui a donné des résultats qui ont permis à l'entreprise de pouvoir organiser cette colonie.
Cette année, la LONASE a choisi comme thème la contribution des collectivités pour la promotion des valeurs civiques. Il s'agit là de réapprendre cette fois-ci sur le terrain les fondements de la nation sénégalaise. Nous voudrions qu'avec l'encadrement aujourd'hui qui est là aussi, c'est-à-dire qui doit accompagner les enfants, qu'un panacée soit vécu par nos enfants, n'est-ce pas? Donc, en plus du développement intellectuel, qu'un développement physique et moral de nos enfants aussi soit pris en compte à l'occasion de ces colonies. Chers enfants, sachez que la LONASE a mis à votre disposition un encadrement de qualité, un encadrement d'exception. Même si les colons ont à peine du mal à exprimer leur joie, ils ont toutefois une petite idée de ce qui les attend sur le terrain. Des activités, la baignade à la piscine. C'est la 4e participation. Comment tu trouves cette colonie pour l'instant? Je trouve que c'est bon pour les enfants et tout ça. À Mbodiène, les enfants du personnel de la LONASE vont s'adonner aux jeux de découverte, aux simulations d'élections et des incursions dans la zone. Des vacances qui s'annoncent bien pour ces enfants qui ont pris la direction de la Petite Côte après une pluie battante sur Dakar. Sport pour boucler en route vers l'Afrobasket masculin 2013 en Côte d'Ivoire. Les Lions ont perdu hier face aux champions d'Afrique en titre. Les Aigles de Carthage ont pris le dessus 53-49. Un match test à l'issue duquel les deux formations ont pu mesurer leurs forces et faiblesses. Retour sur les temps forts avec Louis-Philippe Sagna. La possession de balle pour la Tunisie. 53-49 au bout du compte. Une déception pour les Lions griffés par des Aigles de Carthage. Et pourtant, c'était l'inverse, avec ce même écart de 4 points, 17-13, en faveur de la bande à Malé Ndoye au premier quart-temps. Cet avantage est préservé durant tout le deuxième quart-temps. À la reprise au troisième quart-temps, les protégés de Adel Telatli renversent la vapeur. Ils mènent pour la première fois 36-35. Joie de courte durée, ce tir à 3 points fait la différence, 38-36. Peu après, Ibrahim Mbeng fait son show. Arrive enfin ce 4e et dernier quart-temps avec un jeu serré et musclé. 49-A, soit un équilibre parfait. À 54 secondes de la fin, les Aigles prennent leur envol et clouent au sol des Lions assez déçus. On a fait des erreurs, mais c'est un match de préparation. On va activer les erreurs. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il ne faut pas être mécontent de cette équipe sénégalaise. Ils sont dans une phase de préparation. Ils ont joué 3 matchs de suite. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts. Nous, on est plus prêts parce qu'on a fait les Jeux méditerranéens. On est à notre 17e match maintenant de préparation. Et je crois qu'on est un peu en avance par rapport à eux, mais je crois qu'ils seront prêts. Le tournoi de Dakar précède celui de Ouagadougou au Burkina. Dernière ligne droite avant de rallier Abidjan en Côte d'Ivoire, terre d'accueil de l'Afrobasket masculin 2013. Début de la compétition le 20 août prochain. Philippe Sagna, nous rappelons que les Lions ont quitté Dakar ce matin pour Ouagadougou au Burkina Faso où ils disputent un autre tournoi amical. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.